historien de le montrer un peu plus. J'ai envie de dire, c'est notre job. Mais voilà, c'est important pour moi et ben, tiens, parmi les liens entre nous, ben, il y a effectivement le 1 le plus profond, la traite négrière et donc reconnaître, cette traite négrière comme l'esclavage, comme crime contre l'humanité en 2001, selon moi, c'est effectivement un moment important. C'est un moment important parce que bon, déjà, il résulte, du véritable combat de plusieurs, associations, plusieurs mobilisations. Je pense que autant, cette journée n'est pas forcément la plus populaire aujourd'hui, autant on peut, en pointer les limites. Autant je pense que s'il y a eu un tel, investissement de différents acteurs pour cette reconnaissance, c'est bien qu'elle a quand même un poids. Alors, au-delà de cette reconnaissance symbolique, effectivement, cette loi comporte des limites, puisqu'on parle de crimes contre l'humanité, on parle, on est tenté de faire, forcément un parallèle avec ce qui a déjà été jugé comme crime contre l'humanité dans l'histoire du monde. Et lorsqu'on regarde le problème causé par la Shoah et la volonté de réparer de manière, judiciaire très concrète, on ne retrouve pas cet aspect dans la reconnaissance de ce crime au niveau de la France. Donc ça, c'est la grande limite. Charge à nous de faire ce qu'il faut, puisque rien ne se fait, en un seul jour, rien ne se fait, par cadeau non plus. Et puis, j'ai envie de dire, donc là, on est sur le plan français francophone. En même temps, de notre côté, il y a eu un très fort combat et avec beaucoup d'historiens, notamment beaucoup d'intellectuels, de chercheurs, du côté anglophone sur la question, de la réparation, des réparations et je pense que cette convergence n'est pas un hasard et si cette convergence s'est fait à ce moment-là, se fait toujours, c'est qu'effectivement ce combat, ben, c'est un combat à mener à la fois pour, nos ancêtres et surtout pour nos enfants. C'est-à-dire leur permettre de vivre dans un monde où, les grandes inégalités, spatiales et économiques ne résultent pas, plus ou moins directement et indirectement de cette, vaste entreprise qui a enrichi beaucoup de ténors des finances, du monde financier, aujourd'hui et qui explique aussi, de manière concrète, puisque c'est ce qui nous intéresse, que certains, encore n'ont pas forcément un capital, à côté, quand ils naissent, de 100 000 € à investir dans une grande entreprise, quelles que soient les idées brillantes qu'ils pourraient avoir et quel que soit le parcours scolaire brillant qu'ils pourraient avoir. Bon, je vais m'arrêter là, mais voilà un petit peu ma vision de cette loi. Une avancée, en tout cas quelque chose d'important avec ses limites, mais des limites, ça ne veut pas dire que tout est fini, ça veut juste dire qu'il y a des choses à apporter, à continuer. Voilà. Je, Merci beaucoup. de rien. Voilà. Heu, alors aujourd'hui, je vais parler un petit peu de cette histoire de la Guadeloupe. Alors je vais me présenter, effectivement tout d'abord, au-delà d'avoir fondé l'application HVR Learning, ben, je suis docteur en histoire, sociale. J'ai tendance à dire en socio-histoire, c'est-à-dire que, j'aime à faire le lien entre les choses passées et les sociétés présentes et comprendre qu'est-ce qui a permis de construire, ces sociétés, notamment les sociétés coloniales post-esclavagistes, que représentent encore la Guadeloupe, et la Martinique dans la Caraïbe, dans les Antilles françaises, dans le monde. Et donc, ma thèse a pour titre «Décolonisation et changement social aux Antilles françaises, entre 1946 et 1961». L'objectif pour moi, c'était de comprendre comment, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte international de remise en cause des rapports avec les métropoles coloniales, comment, on est arrivé progressivement à une mutation socio-économique profonde qui va prendre du temps, mais qui va progressivement faire passer ces sociétés d'une société de plantation dominée par une économie sucrière qui recense la majorité de la population active au début d'une société de consommation qui sera beaucoup plus tournée sur un secteur tertiaire, mais ce qu'on appelle souvent chez les spécialistes aussi une économie de transfert, c'est-à-dire qu'elle est un peu sous perfusion, la perfusion de fonds venus de la métropole
qui permettent à une classe moyenne de fonctionnaires de faire vivre cette consommation et qui déstabilise, qui déstructure sur le plan économique tout ce que l'on connaît, puisqu'on a un secteur industriel et productif qui est quasiment nul. Et tout est tourné vers l'import de marchandises de l'extérieur et la capacité à les consommer dans une société qui reste coloniale, c'est-à-dire dans laquelle la reconnaissance sociale est souvent l'aboutissement individuel, reconnaissance sociale et matérielle, et non forcément la créativité productive. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup fouillé les années 40, 50, 60, la question de la décolonisation, mais je suis un historien qui s'intéresse à comprendre la genèse du maintien d'un système de plantation qui, même en se modifiant dans les années 60, garde la même ossature. Et du coup, je m'intéresse énormément à faire une vraie analyse socio-historique depuis ce qu'on appelle les abolitions du 19e siècle jusqu'à nos jours et comprendre comment évolue ce système, quels sont les acteurs qui se sont investis dans la question du changement social, la question des avancées, quels ont été leurs moyens euh, et à quoi ils ont été confrontés et comment tout ça se met en place de manière à dessiner un tableau assez large qui puisse englober les pays anglophones aussi, hispanophones, et qui permet, selon moi, de mieux comprendre pourquoi la question de la réparation est encore posée dans ces territoires, au-delà de différents facteurs qui peuvent être particuliers. Alors, plongeons-nous un petit peu dans ces méandres de l'histoire sociale guadeloupéenne, ces méandres de notre histoire. Moi, j'ai choisi deux points à vous présenter aujourd'hui. Le premier, il s'agit de mai 1802, donc nous sommes au 19e siècle. Je l'ai appelé ce premier point le combat pour l'égalité et la liberté. Le deuxième point, c'est mai 67, le massacre colonial. Donc là, mai 67, nous sommes en mai 1967, beaucoup plus près de nous. On est dans cette société du temps présent, tel qu'on peut dire certaines fois. Et donc, on va avoir justement le parallèle déjà entre ces deux moments majeurs de cette histoire et leur lien qui est celui de la nécessité d'un ordre colonial et comment il s'articule dans ces sociétés de plantation. Et on verra un petit peu donc le lien justement avec le continent et surtout avec le monde, parce que l'histoire du continent est liée à l'histoire du monde comme l'histoire de la Caraïbe. C'est un petit peu ce que je montre dans RJV e-learning. Pour comprendre des phénomènes comme la traite négrière, on ne commence pas dans la Caraïbe, on commence très loin, on commence des siècles avant même l'arrivée des Portugais sur le continent africain. Et tout ça, ce sont des dynamiques qui doivent être articulées les unes aux autres pour véritablement comprendre l'origine de certains phénomènes. Alors, pour comprendre mai 1802, ce que je vais vous présenter, mai 1802, ça tourne à... l'enjeu de mai 1802, c'est un combat des libres de couleur pour l'égalité et qui deviendra, dans la continuité, un combat contre le rétablissement de l'esclavage. J'ai envie de dire malgré eux, mais on reviendra sur la question. Pour comprendre mai 1802, donc j'ai envie de dire, pour comprendre ce combat pour l'égalité, pour la liberté, il faut comprendre, selon moi, en premier lieu, la formation des sociétés coloniales esclavagistes et aussi une première abolition de l'esclavage qui a lieu en 1794. Alors, les sociétés coloniales esclavagistes de la Caraïbe se forment à partir du début du XVIe siècle pour les grandes îles, les colonies espagnoles, et pour les îles des Petites Antilles, elles se forment à partir du début du XVIIe siècle, c'est-à-dire à partir des années 1625-1630. Ces sociétés, elles vont s'organiser rapidement autour de cette économie de plantation, donc autour de la production, une production qui doit être une production coloniale, c'est-à-dire qu'elle doit permettre d'enrichir le royaume et l'objectif est de pouvoir exporter cette production vers le royaume qui, lui, va ensuite euh, profiter de cette production, qui peut la vendre dans d'autres pays ou au sein du royaume.
Pour cette économie de plantation, au départ, on n'est pas sur un système, purement esclavagiste. La première force de travail dans les colonies françaises, est ce qu'on appelle les engagés. Donc il s'agit, d'hommes qui viennent du royaume et qui, sont donc engagés sur, des plantations de tabac pendant 3 ans globalement. Ils ont une situation, assez défavorable, socialement par rapport aux planteurs, mais ils ne sont pas dans une condition de servitude assimilable à de l'esclavage. Le tournant va s'opérer lorsque, qu'il y a un premier tournant économique. Comme je l'ai dit, pour bien situer notre histoire, tout part toujours de l'économie. Donc lorsque l'économie de plantation a connu un tournant majeur qu'on appelle le tournant sucrier, lorsque que l'économie sucrière va commencer à se développer, on aura besoin d'un autre type de main-d'œuvre et c'est avec ce mécanisme que se met en place l'importation de plus en plus nombreuses des captifs noirs africains réduits en esclavage qui vont devenir donc la main-d'œuvre principale très rapidement autour de cette économie sucrière. Et très rapidement, dans ce type de société où justement, ben, la main-d'œuvre servile commence à prendre le pas démographique sur les colons et sur la minorité privilégiée, il faut contrôler les choses. Donc, pour contrôler les choses, il y a une première codification, enfin, il n'y a pas une première, il y a une codification de l'esclavage, c'est-à-dire du fonctionnement de ces sociétés serviles, qui va bien instituer des blancs libres d'un côté, au sommet des sociétés, avec en bas de la hiérarchie des Noirs africains de statut servile. Mais pour bien comprendre là où je vous emmène, ce sont des sociétés où progressivement va se dessiner une troisième composante, une composante un peu intermédiaire qu'on appelle en histoire les libres de couleur. C'est-à-dire que de ce rapport de vie de tous les jours entre les blancs libres et les noirs africains, naissent, que ce soit par consentement, que ce soit par viol, que ce soit par agencement, des unions parfois entre blancs et noirs qui ne sont pas tout le temps ponctuées par un affranchissement, mais qui en tout cas amènent la majorité de ce qu'on appelle effectivement les affranchissements. Donc dans ce système esclavagiste, la seule voie de sortie pour la personne qui naît esclave, c'est de pouvoir être affranchi, soit par son maître, soit, enfin toujours par son maître, mais des fois, certains ont la possibilité de, avec l'autorisation de leur maître, de réunir un petit pécule sur plusieurs années selon leurs activités et de proposer justement au maître de racheter soit leur liberté ou celle de leurs enfants. Donc, ces affranchissements vont faire naître cette classe intermédiaire de libres de couleur. On les appelle libres de couleur parce que leur origine africaine et servile va rester un déterminant de leur représentation dans ces sociétés. Et en fait, ils sont libres, mais ils ne seront jamais égaux aux blancs libres dans ce système colonial esclavagiste. Et c'est de là que va venir un peu tous les premiers soubresauts qui nous amènent à mai 1802. C'est-à-dire que on a une nouvelle classe de la population qui peut participer à l'activité économique, qui peut participer à l'activité de plantation, des petits planteurs qui bien souvent ont des plantations de café, de coton, moins que des plantations de canne à sucre qui demandent beaucoup plus d'investissement et qui demandent une autre place dans la hiérarchie, et qui, eux aussi, font le jeu du système, utilisent aussi une main-d'œuvre servile, mais connaissent des discriminations sociales, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à certains métiers, comme le métier de chirurgien, pour prendre un exemple. Ils ne doivent pas. Donc, c'est progressivement qu'une législation se met en place justement pour les cantonner à un certain rang dans la société. Ils ne peuvent pas manifester leur richesse avec des habits trop onéreux ou des bijoux. Le port de bijoux est prohibé chez les libres de couleur. Donc, tout un système qui tente à leur rappeler qu'ils viennent quand même d'une condition servile et on est dans une société donc à trois composantes qui fonctionnent un peu de cette manière. Un phénomène important à comprendre, c'est que cette histoire, ces territoires sont toujours liés à ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans la métropole et ce qui se passe dans le monde d'une manière globale et générale.
Il y a la Révolution française de 1789 qui éclate, qui recompose, la société française, et qui le fait autour de nouveaux idéaux, que sont la liberté et l'égalité. Cette révolution française, elle a un retentissement, en fait, dans ces sociétés coloniales esclavagistes qu'on comprend, facilement par rapport à la discrimination, que subissent justement ces libres de couleur, et cette question, cette notion d'égalité fait directement écho chez eux. Elle fait d'autant plus écho que dans la colonie de Saint-Domingue, donc Saint-Domingue, deviendra ensuite Saint-Domingue est aujourd'hui, le Saint-Domingue dont je parle en tout cas, est aujourd'hui la République d'Haïti. Donc la partie ouest de la grande île d'Haïti, appelée par les peuples autochtones les peuples amérindiens autochtones qui l'habitaient en premier lieu. Donc, la partie ouest de cette île va devenir française à la fin du XVIIe siècle et elle va rapidement devenir le joyau de l'économie coloniale française avec une économie sucrière qui va se développer très rapidement. Et en même temps, la particularité de cette société domingoise, c'est qu'il y a beaucoup de libres de couleur par rapport aux autres sociétés. Donc, ces libres de couleur prennent une place démographique qui n'est pas négligeable. Ils prennent aussi une certaine place économique. Donc, lorsque le principe de l'égalité est posé en France, en octobre 1790, on a une révolte des libres de couleur dans le nord de Saint-Domingue qui réclame donc l'égalité. Cette révolte amène de fil en aiguille un soulèvement des esclaves de la colonie de Saint-Domingue en 1791. Et dans ces soubresauts, cette période révolutionnaire insurrectionnelle, on arrive en 1792 à une première reconnaissance de ce principe de la liberté pour les libres de couleur. Et le problème, c'est il faut l'appliquer sur place. Il faut l'appliquer sur place et de fil en aiguille, en fait, on comprend assez rapidement que les planteurs qui sont défavorables à cette égalité de fait des libres de couleur vont chercher comment détourner cette loi et comment ne pas appliquer cette égalité. Donc, ils sont appuyés par des troupes royalistes qui sont forcément défavorables à cette Révolution française, aux républicains qui parlent d'égalité. Ils sont appuyés donc par des troupes royalistes qui vont permettre aux planteurs de reprendre le contrôle de Saint-Domingue en juin 1793. Et dans le prolongement de cette prise de contrôle, le républicain qui avait été envoyé pour appliquer la loi de la République va chercher à prendre soutien sur les esclaves qui s'étaient déjà révoltés en 1791. Donc, on a à peu près une troupe de 10 000 esclaves qui vont se battre aux côtés de Sontonax, qui vient appliquer la loi de la République. Et lui, Sontonax, qu'est-ce qu'il fait en 1793? Il leur promet en échange de leur appui pour reprendre le contrôle de la colonie, tout simplement la liberté. Donc, après plusieurs combats et après leur victoire, en septembre 1793, Sontonax proclame l'abolition de l'esclavage dans la colonie de Saint-Domingue. Donc, c'est la première abolition de l'esclavage dans tout le monde colonial américain. Et elle est votée, on va dire, localement. Et ensuite, à partir de cette prise de force et cette prise de position locale, on a des députés de ces domaines qui vont aller au Parlement français à présent, à partir de janvier 1794, et qui vont permettre en février 1794 que la République, la Première République, reconnaisse pour toutes les colonies l'abolition de l'esclavage. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau des décisions, au niveau du processus politique qui amène à la première abolition de l'esclavage. Sauf qu'encore une fois, tout est question d'applicabilité. Tout est question d'applicabilité. On peut prendre des décisions, mais sur place, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les rapports de force? Les royalistes sont-ils toujours en place? Les républicains sont-ils en place? C'est un petit peu ce jeu de force qui fait la réalité coloniale, quelles que soient les décisions qui sont prises depuis la métropole. Donc, sur place, les planteurs martiniquais vont s'appuyer, vont livrer un petit peu la colonie aux Anglais.
qui ne connaissent pas de révolution et qui ne connaissent pas d'abolition non plus. Par contre, en Guadeloupe, on envoie un commissaire, Victor Hugues, qui lui viendra, un républicain, qui viendra appliquer cette loi d'abolition avec une certaine terreur tirée un petit peu de la terreur française et qui permet d'appliquer donc pour la première fois l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe en 1794. Alors je vous dis tout ça parce que ce qui se passe en mai 1802 résulte d'une remise en question de toute cette liberté acquise en 1794 qui, vous le doutez bien, dans un monde où la liberté est peut-être la plus grande des richesses, en tout cas la plus prisée. Bon, j'exagère peut-être, mais en tout cas, je pense qu'elle n'est même pas estimable à ce moment-là. Cette liberté, revenir sur ce processus de liberté, on imagine bien que ça engendre des résistances, ça engendre des oppositions. Et ce qui se passe en mai 1802 vient de là de manière directe et plus ou moins indirecte. Je vous explique tout ça. Après cette première révolution, donc, cette première abolition en 1794, je vous l'ai dit, l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire des colonies est intimement liée à ce qui se passe en métropole. Dans le prolongement révolutionnaire qui touche la métropole, c'est pareil partout. Il y a un gros choc, il y a une révolution, les choses bougent, mais c'est pareil. Il faut appliquer les choses, il faut que ça ait un prolongement politique. Et globalement, si on regarde la Révolution française, elle prend un bon siècle à s'appliquer. Et c'est bien pour ça qu'il y a une première république, ensuite on passe à un directoire, un consulat. Au moment où ça se fait, on pense qu'on est toujours dans la République, mais ensuite Napoléon met sa patte et on comprend que non, on va vers une dictature, on va vers un empire, et ensuite on passe à la Restauration, et ensuite on repasse à une seconde république, ensuite un second empire. Tout ça pour vous dire que les choses prennent du temps à se matérialiser, à devenir réelles. Donc, on est dans ce balbutiement français et Bonaparte donc prend progressivement le pouvoir en France et il a pour objectif de rétablir l'ordre colonial, rétablir l'autorité française dans ces colonies, Saint-Domingue étant dans une certaine autonomie depuis les insurrections de la fin des années 1790. Et puis, dans ce contexte, on envoie un homme en Guadeloupe, le capitaine général Lacrosse, qui arrive en 1801, qui arrive en 1801 et qui, assez rapidement, va orienter la politique vers un changement profond qui remet en cause les acquis que les libres de couleur ont tirés de cette première abolition de 1794. L'abolition avait permis à certains libres de couleur de devenir des personnalités, des notables, prenant des postes importants dans la direction de la colonie, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau aussi de postes administratifs. En fait, on comprend assez vite que égalité, liberté, OK, mais il y a toujours une différence par rapport à cette africanité qu'il y a à cette condition servile. Les libres de couleur, ce sont des gens qui ont forcément une origine servile, une origine africaine, et ce préjugé de couleur, c'est celui qui détermine tout dans les rapports et dans les oppositions. Assez rapidement, donc, ce général Lacrosse qui arrive en Guadeloupe, il commence à revenir un petit peu sur ses acquis. Il commence une politique, on dira, pro-planteur, c'est-à-dire que les planteurs qui avaient été donc lésés par l'abolition de 1794 et qui rêvent un petit peu d'un retour à des temps à des temps meilleurs, ceux où ils dominaient toute la société avec ce système esclavagiste. Donc, Lacrosse commence à une politique pro-planteur, notamment en juin 1801. Il lance un appel, un retour aux émigrés, aux planteurs qui avaient fui la Guadeloupe à cause de l'abolition parce qu'ils étaient dans une situation défavorable. Euh, il commence aussi une véritable répression contre les notables républicains qui sont donc acquis à l'idée de l'abolition, qui ont des postes de direction. Il fait aussi quelque chose d'assez symbolique par rapport à ces sociétés coloniales esclavagistes. Il va
en juin 1801, il va faire, il va retenir l'attention jusqu'en France et en Europe en poursuivant de manière assez exemplaire des empoisonneurs. Des empoisonneurs. Alors, pourquoi, il faut comprendre en fait le rôle des empoisonneurs dans ces sociétés coloniales esclavagistes. La résistance au système se met en place, très, très tôt. Très, très tôt, dès les premières importations d'esclaves, on a des alliances qui se font aussi avec les Kalinago, qui sont les populations autochtones, sur place. Et dans ces résistances, un des moyens privilégiés est celui qu'on appelle l'empoisonnement. Donc, il peut s'agir de l'empoisonnement des maîtres, il peut s'agir de l'empoisonnement du bétail. Il s'agit en fait de saboter cette économie, puisqu'encore une fois, tout tourne autour de l'économie, du gain qu'on veut en tirer. Et donc, il s'agit de saboter cette économie par les empoisonnements. Ce spectre de l'empoisonnement est tellement fort euh, qu'il peut se comprendre, je vous parle de 1801, mais il peut se comprendre ce spectre de l'empoisonnement par différentes affaires, différents cas qui ont vraiment eu écho dans toute la Caraïbe. Et je voudrais vous citer l'affaire Macandal, par exemple. L'affaire Macandal, une, c'est, euh, c'est l'histoire d'un nègre marron originaire de Guinée qui, en janvier 1758, sera brûlé vif pour avoir dirigé pendant plusieurs années un réseau d'esclaves empoisonneurs. Donc, il y avait vraiment une stratégie d'opposition au système par cette logique d'empoisonnement. Et ça va vraiment marquer la colonie et le monde colonial. Et vraiment, l'empoisonnement, c'est un peu la peur, la plus grande peur de tous les planteurs, de tous les colons. Parce que c'est un peu une arme silencieuse. Vous êtes obligé de fonctionner avec la main-d'œuvre servile. Et en même temps, vous ne savez pas à quel moment l'esclave décide de franchir le pas, de sortir de sa subversion et effectivement, j'ai envie de dire, de vous empoisonner en silence. Donc, lorsqu'en juin 1801, le général Lacrosse exécute exemplairement des personnes condamnées pour empoisonnement, il montre un petit peu, il commence à montrer son état d'esprit, il commence à montrer ce retour vers l'institution esclavagiste dans les faits. Parce que ce qui caractérise mai 1802, c'est qu'au final, on a souvent parlé d'un combat contre le rétablissement de l'esclavage, mais en fin de compte, c'est un jeu vraiment subtil qui se joue à ce moment, c'est-à-dire que les libres de couleur ne savent pas que Napoléon est en train de prendre des décisions pour rétablir l'esclavage dans les colonies où il a été supprimé. Mais comme je vous l'indique, par certains faits, par les hommes envoyés, par les politiques qui sont mises en place, ils sentent le vent tourner. Ils sentent qu'il y a quelque chose de pas net, qu'on commence à revenir sur des acquis, on commence à revenir sur certaines choses. Et dans toute cette répression progressive que le général Lacrosse met en place, forcément, il commence à se diriger vers ces fameux hommes libres de couleur qui ont trop de place dans ces sociétés, notamment dans l'armée. Donc, ces hommes libres de couleur, ils ont quand même réussi à prendre une certaine position dans ces sociétés. Ils ont quand même, il y en a beaucoup donc, qui font partie là, des militaires, qui font partie là, de l'armée, de la milice. Et sentant le vent tourner, en octobre 1801, on a une rébellion d'officiers libres de couleur avec Pierre Gédéon, Joseph Ignace et Magloire Pélage, qui vont donc prendre le contrôle de la colonie, mettre Pélage au poste de chef de l'armée de la colonie et carrément, le 23 octobre, arrêter le général Lacrosse pour le neutraliser et en gros, contrer un petit peu cette politique réactionnaire qui est en train de se mettre en place et qui tente à supprimer les acquis de ces libres de couleur qui réclament l'égalité. Ils perçoivent toujours ce préjugé de couleur forcément dans ces sociétés où même malgré l'abolition, vous vous imaginez bien que les choses ne changent pas du jour au lendemain. Donc, ils ont une place à construire, qu'ils ont construit depuis l'abolition, qu'ils continuent de construire. Et ils veulent notamment prendre les plus grandes places par rapport aux officiers blancs dans un souci de reconnaissance, un souci d'affirmation qui est très particulier à ces sociétés coloniales esclavagistes au niveau du rapport de couleur. Donc, on est un petit peu dans ce combat dans ce combat de représentation, ce combat de pouvoir. Lorsque Lacrosse est finalement arrêté
il est renvoyé dans un navire vers la France, mais ce navire est capturé par des Anglais et finalement, au lieu de regagner la France, la Corse parvient finalement à se réfugier à l'île de la Dominique qui est juste à côté de l'île de la Guadeloupe. Donc j'ai envie de vous dire, le mal n'est pas, complètement éloigné et tout reste à faire. Dans ce combat que je vous dis un peu entre les livres de couleur et les blancs notables, notamment ceux qui ont plutôt une vision, plantocratique, royaliste. Un autre officier de couleur bien connu, qui va marquer cette histoire et le conflit dont je vais vous parler, Delgrès, va mettre progressivement à l'écart des officiers blancs, pour justement, permettre aux livres de couleur de prendre réellement le contrôle de cette armée. Et lorsque vous avez le contrôle de l'armée, de la puissance forte dans ces colonies, vous avez en gros le contrôle du territoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis la métropole, dans sa volonté de rétablir l'ordre colonial, de reprendre la possession des colonies, avec un enjeu majeur qui est celui de Saint-Domingue aussi, ce que je vous l'ai dit, tout part de Saint-Domingue. En gros, Haïti et la Guadeloupe sont intimement liés dans leur histoire sociale par rapport à toute cette question de l'ordre colonial, du rétablissement de l'esclavage. Et du côté de Saint-Domingue, on a une autonomie qui tente à s'affirmer. Donc, Toussaint Louverture qui a pris le pouvoir après l'abolition, après les insurrections, qui est l'homme fort du territoire, il proclame une constitution haïtienne en juillet, euh, en juillet 1801, si je ne me trompe pas. Et cette constitution, elle entérine l'abolition de l'esclavage qui avait déjà été décidée depuis 1793 et surtout, elle affirme le pouvoir de cet homme dans cette colonie. En réalité, la constitution montre que c'est sûrement, je pense, un jeu stratégique. Je ne sais, on ne peut pas savoir jusqu'où Toussaint Louverture allait dans sa pensée, mais sur le papier, il laisse une ouverture en fait à la France en affirmant que la colonie reste la possession de l'Empire français, mais en affirmant son autonomie et le fait que à présent, c'est lui qui contrôle la colonie et il réaffirme ce principe de l'abolition de l'esclavage. Donc, on est forcément dans une grande opposition avec Napoléon qui construit son empire en Europe, qui est l'homme le plus redouté et qui se doit de remettre la main sur ses colonies euh, avec de fortes demandes du lobby des planteurs qui constitue un petit peu son horizon et qui demande à remettre la patte sur ces territoires. Donc, c'est ce qui se met en place. Napoléon envoie un autre commissaire en mai 1802 en Guadeloupe pour reprendre donc le contrôle de la colonie, rétablir l'ordre colonial, rétablir cette subversion des libres de couleur qui ont pris le pouvoir et qui seraient tentés en fait d'aller vers un régime un peu autonome, autonomiste comme celui qu'on met en place à Saint-Domingue. Et l'enjeu important pour lui sur le plan économique et sur le plan politique. Le 6 mai 1802 débarque donc Richepense en Guadeloupe avec cet objectif de reprendre la colonie. L'un des hommes forts des libres de couleur, Pélage, qui était le chef de l'armée depuis l'insurrection de 1801, va rapidement se rendre. Il se rend aux autorités. Par contre, Ignace et Massoto refusent de se rendre. Ils décident de partir vers la rébellion et ils décident de se rendre dans une autre zone de la colonie, vers le chef-lieu qui est Basse-Terre, où ils vont rejoindre Delgrès qui contrôle un petit peu la zone. Donc on a ces trois hommes, ces trois chefs armés qui ont compris que quelque chose se passe, que s'ils perdent cette victoire, ils seront l'égalité pour les libres de couleur, c'est fini. Mais ils ne soupçonnent pas que derrière cette perte d'égalité, il y aura surtout aussi la perte de la liberté pour les esclaves affranchis en 1794. Le 8 mai 1802, donc dans le prolongement du débarquement de Richepense, on a une résistance qui se met donc en place dans le chef-lieu de Basse-Terre. Ça amène à des affrontements.
forcément, Richepense se dirige donc vers Basse-Terre. Entre le 14 et le 22 mai, on a un siège des troupes de Richepense contre Delgrès et Nias qui se sont retranchés dans une fortification. Il s'agit du fort Saint-Charles. Ils veulent mener leur combat. En même temps, ils se rendent compte un petit peu de l'évolution des choses. Et Delgrès demande vu que Richepense a focalisé ses troupes sur Basse-Terre et sur ce point de la Guadeloupe, Delgrès demande à Ignace de remonter vers une partie nord de l'île où il pense qu'il y a justement moins de troupes pour stratégiquement un petit peu diviser les zones de combat et tenter de reprendre le dessus. Ignace va effectivement s'exécuter. Le problème, c'est que il remonte vers la partie nord de l'île, donc Pointe-à-Pitre. Et en fait, le 26 mai, il rencontre une des troupes de Richepense et un premier affrontement éclate, assez direct, un affrontement assez conventionnel, qui n'était pas forcément prévu. Et de cet affrontement, on a la première défaite des insurgés le 26 mai, avec la mort d'Ignace, qui va rester donc un des héros de l'histoire sociale guadeloupéenne. Et on parle souvent effectivement de sa défaite à Bainbridge en Guadeloupe. Aujourd'hui, vous avez tout ce qu'on appelle un boulevard des héros qui, euh, qui fait partie un peu de notre patrimoine culturel sur lequel est dressé des statues de ces hommes. Donc, il va trouver la mort un petit peu il va trouver la mort à cet endroit. Et puis le 28 mai, on a Delgrès, donc qui est resté lui du côté du sud de la Guadeloupe, du côté du chef-lieu, qui lui s'est réfugié dans une habitation qu'on appelle l'habitation d'Anglemont. Il va poursuivre son combat et finalement, lorsqu'il voit que les troupes de Richepense sont plus fortes, il va refuser de se livrer. On pense qu'il a fait sauter l'habitation en premier lieu avant de se donner la mort avec ses hommes en prononçant un discours qui va rester célèbre et dont les mots principaux qui resteront à la postérité seront vivre libre ou mourir. Alors, en fait, pendant toute cette épopée, pendant tout ce combat, ces hommes, je vous l'ai dit, ils se battent contre le rétablissement d'un ordre colonial en leur défaveur, contre les livres de couleur, mais ils ne savent pas que le 20 mai, en France, a été votée la loi du 30 Floréal, qui a pour but de maintenir l'esclavage dans les colonies qui viennent d'être restituées à la France par les Anglais. Donc, il s'agit de la Martinique et de Sainte-Lucie qui s'étaient mises à l'abri par rapport à l'abolition de 1794. Et dans le prolongement de tout ça, on a ensuite le vote du rétablissement de l'esclavage dans les colonies où elles avaient été également abolies. Et en fait, ce qu'on retiendra dans cette histoire, c'est que ces hommes qui vont se donner la mort parce qu'ils ils combattaient pour l'égalité, ils combattaient pour une vision de la vie, une vision de ce que l'homme noir peut représenter dans le monde et dans ses sociétés. Leur défaite, en fait, va aboutir directement au rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe, qui est un drame. Vous l'imaginez bien, puisque retourner d'une manière aussi brutale sur une liberté octroyée quelques années auparavant, ça restera vraiment dans les mémoires et dans cette histoire guadeloupéenne. Donc, très précisément, c'est le 17 juillet 1802 que sera rétabli le préjugé de couleur, donc cette différence institutionnelle entre les libres de couleur et les blancs, et le rétablissement de l'esclavage. Et je vous le dis, en fait, ce mai 1802, donc il va rester dans la mémoire guadeloupéenne un événement fondateur par rapport à l'ordre colonial. Et en fait, c'est un des liens avec le deuxième épisode, le deuxième point que je veux aborder avec vous, qui est celui de mai 1967, où là, où nous avons un autre massacre colonial. Bon, en mai 1967, nous sommes bien loin, nous sommes un bon 150 ans plus tard, 160 ans même, 165 même, et nous sommes dans un tout autre contexte.
Alors, pour comprendre ce qui va se passer en mai 1967, je vais juste vous replonger un petit peu dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale dans les Antilles françaises, mais qui reste lié aux problèmes générés par l'économie de plantation, les inégalités sociales et les inégalités fortes socio-raciales entre blancs propriétaires, blancs qui composent l'élite coloniale, blancs créoles qui composent l'élite coloniale, pardon, de ces territoires et hem, une masse qui forme le milieu prolétaire, qui n'est pas uniquement, issue, à ce moment de la traite négrière, puisque l'abolition de l'esclavage en 1848 va, dans son prolongement, amener l'importation, comme dans beaucoup de territoires de la Caraïbe et même de l'Amérique caribéenne, j'ai envie de dire, l'importation d'une très forte immigration indienne, donc qui compose, cette population prolétaire guadeloupéenne, dans les années 50 et 60. Mais le rapport de classe reste très fort et le prolongement du préjugé de couleur reste aussi fort avec un préjugé de couleur qui va tendre aux idéologies racistes à partir du XXe siècle, avec vraiment une tentative de justifier scientifiquement l'incapacité de l'homme noir, son imprévoyance, des préjugés qui vont se fonder notamment par des administrateurs coloniaux dans l'Afrique occidentale française, dans l'Afrique équatoriale française. Et souvent, on a chez les administrateurs français un très fort amalgame, justement, euh, chez les travailleurs agricoles antillais. On considère tout simplement qu'étant majoritairement noirs, ils ont donc ces traits racistes dont on affuble toutes les personnes d'origine africaine dans cette pensée raciste. Et ça va jouer beaucoup dans les événements qui vont se passer au cours de ces années. Bon, allons-y. Nous sommes après la Seconde Guerre mondiale. On a un mouvement de décolonisation qui tend à remettre en cause les relations entre les populations de colonisés et leur métropole. Dans les Antilles françaises, cette remise en cause s'accompagne aussi de très fortes attentes sociales, c'est-à-dire qu'on a une population qui est prête à passer à autre chose, qui justement veut corriger ces inégalités issues du système esclavagiste et veut une plus grande reconnaissance sociale, reconnaissance de sa place dans les sociétés antillaises. On a des mouvements sociaux qui éclatent pendant toutes les années 1950 contre dénonçant un colonialisme français qui, malgré une loi de départementalisation qui tendait à reconnaître théoriquement les mêmes droits civiques, politiques, sociaux aux populations des Antilles, ne le fait pas dans la réalité et que ce soit au niveau de la politique sociale mise en place par tous les gouvernements qui continuent à, à ne pas reconnaître cette égalité sociale, ou que ce soit au niveau des fonctionnaires antillais qui, eux, demandent pareil à toucher les mêmes salaires, avoir le même traitement que les fonctionnaires métropolitains, il va se dégager un mouvement social autour d'un combat contre le colonialisme français, maintenant la discrimination raciale, maintenant les barrières de couleur dans la vie économique et sociale de tous les jours. Et ces mouvements sociaux des années 50, ils vont imprégner une nouvelle génération sociologique qui tente à émerger à ce moment-là parce qu'on a un boom démographique avec beaucoup de naissances. Donc, en gros, au tournant des années 50 et début 60, les jeunes de moins de 20 ans sont la composante majoritaire de ces sociétés. Et ces jeunes, ils ont été bercés par ce mouvement social donc, qui pointait du doigt la discrimination raciale, les inégalités de traitement. Et ils seront sensibles à faire entendre leur voix et surtout, ils seront de plus en plus intransigeants contre tout comportement raciste observé dans la société à divers échelons, à divers moments. D'un autre côté, on a une France qui se retrouve en pleine crise coloniale. Pleine crise coloniale, d'abord par le combat
D'abord par la guerre d'Algérie et les affrontements qui commencent en 1954. Et cette crise coloniale, elle a des répercussions à divers niveaux, parce qu'on a toute une génération d'étudiants antillais qui sont en métropole, qui sont au contact en fait de toute la jeunesse étudiante anticolonialiste des colonies africaines, que ce soit de l'Afrique noire, du Maghreb, qui sont vraiment impliqués dans une remise en cause de, du colonialisme français et qui sont impliqués dans un mouvement vers l'indépendance. Et on a donc cette jeunesse étudiante qui s'imprègne de plus en plus de cette idée de décolonisation à mettre en place, constatant parallèlement des déceptions par rapport à la politique sociale menée en Guadeloupe depuis la départementalisation. Et en fait, on commence à faire émerger, enfin émerge progressivement l'idée d'aller vers l'autonomie politique, et puis progressivement encore, à partir de la création du Gong en 1963, l'idée d'aller vers l'indépendance politique pour tout simplement réajuster ce qui a réajusté dans les sociétés et en finir avec cette société de classe. Dans ce mouvement, donc, en 1963, on a la création du Gong par de jeunes étudiants, enfin d'anciens étudiants qui forment le premier noyau nationaliste guadeloupéen. Alors, on peut citer parmi eux Pierre Sainton, Jean Barfleur, Arsène Monrose, Claude Macouk, Roger Combette, Monsieur Thomas Chaud aussi. Et on est vraiment dans un contexte où les idées même de lutte armée commencent à émerger. On est prêt à aller à la confrontation avec l'État. Et cette idée nationaliste commence à faire du chemin, commence à imprégner les têtes. Et en contrepartie, le pouvoir du général de Gaulle, euh, qui, qui, sent, euh, qui sent la menace des mouvements nationalistes, des mouvements indépendantistes qui commencent à prendre corps, met en place des stratégies pour tout simplement faire sauter ces mouvements et maintenir le contrôle de la France sur ce territoire. Puisque l'idée est très importante pour eux, autant ils sont en train de perdre l'Algérie, autant ils se sont fait à l'idée de laisser les colonies d'Afrique noire prendre leur indépendance progressivement, mais d'une manière limitée. On sait ce qui se passera après avec la France-Afrique. Mais sur le plan politique, il est hors de question pour De Gaulle et son entourage de laisser une once d'espoir, d'autonomisme et d'indépendantisme dans ces territoires. Ils doivent absolument être la vitrine de la France, du génie français, de la capacité de la France à faire de colonies, notamment peuplées de populations issues de la steppe négrière, des îles civilisées, où on est capable de montrer cette idée du génie culturel français. Et donc, on est dans un contexte vraiment où là, c'est la question politique qui devient de plus en plus en cause et l'enjeu du maintien de ces territoires sous le giron de la France. Le Gong progresse pas à pas. Les membres du Gong sont de plus en plus surveillés par les renseignements généraux et on a un préfet qui arrive en place. Ensuite, Monsieur Pierre Boulotte, qui aura, lui, comme mission tout simplement de casser tout ça et de permettre, notamment par un jeu de sabotage des élections, de permettre aux partis qui sont pro-français de prendre le pouvoir politique, démocratique, et en même temps, ils organisent déjà toute une répression coloniale avec l'ordonnance d'octobre 1960 qui a pour but de muter d'office les fonctionnaires qui s'investiraient dans des combats politiques. Donc, c'est une ordonnance très arbitraire qui, euh, qui, euh, qui montre déjà les restrictions de liberté
que cette présidence commence à mettre en place. Et puis, on a quelque chose qui éclate dans tout ce contexte en mars 1967, à Basse-Terre, toujours le chef-lieu de la Guadeloupe, où une altercation raciste entre un commerçant d'origine tchèque, commerçant, comment dire, notoirement connu pour sa pensée raciste et son soutien à la droite réactionnaire et radicale, euh, crée un incident avec un cordonnier guadeloupéen qui débouche sur des émeutes pendant près de 3 jours. On a des émeutes qui éclatent dans la ville de Basse-Terre à partir de ces incidents racistes où on met à mal toute la ville et il faudra l'arrivée des troupes, des premières troupes militaires envoyées par le préfet pour casser un petit peu le mouvement qui va s'essouffler assez rapidement. Les militaires n'auront pas vraiment l'occasion de rentrer en jeu et de se mettre en œuvre, mais tous les éléments de ce qui va amener à la tragédie de mai 67 sont déjà là. Donc, le préfet, lui, il considère que ce n'est qu'un premier round. Il y a eu des émeutes. Pour lui, les responsables de ces émeutes sont les membres du Gong qui essaient de fomenter une insurrection contre l'État. Et il demande donc de maintenir les troupes de gendarmes mobiles et de militaires qu'il avait demandé sur place pour maintenir l'ordre. Il demande de les maintenir, surtout que les forces ne partent pas, parce qu'il pressent un autre affrontement. En tout cas, il attend en fait l'occasion de mater un petit peu tous ces, toutes ces personnes qui osent remettre en cause la puissance française et sa possession de ces territoires. Alors, dans ce contexte des années 60, on est dans une société où les mutations économiques et sociales ont commencé. Il y a des fermetures d'usines qui regroupaient d'usines sucrières, qui regroupaient la majorité de la population active. Les activités commencent à être reconverties, mais cette reconversion se fait aussi avec beaucoup de chômage. L'un des secteurs qui permet de trouver un peu de travail quand même qui émerge un peu, c'est le secteur du BTP, parce que les investissements publics qui font partie aussi d'une propagande pour montrer la capacité d'investissement de l'État, sa capacité de modernisation, ils demandent des travaux en permanence et ils font partie des régulateurs qui permettent de donner quand même du travail. Mais dans le BTP, comme dans beaucoup de secteurs, il y a donc des conflits liés à la question du salaire. Et c'est autour d'un conflit lié à cette question salariale en mai 67 que va éclater un autre moment déterminant avec une répression sanglante par les forces de l'ordre face à des émeutiers qui vont vouloir en fait s'en prendre à cette, à cette s'en prendre aux militaires qui représentent un peu la puissance coloniale, qui représente le maintien d'une société dans laquelle la masse est toujours exclue et dans laquelle le préjugé raciste est encore fort. Donc, je peux vous lire un petit point que j'ai fait notamment dans l'application Agiverb qui raconte bien un petit peu tout ce moment. Le point de départ de ces événements, donc, il se situe dans une grève des ouvriers du bâtiment qui éclate le 24 mai, mais aussi avec l'attitude du préfet que je vous ai déjà présenté, qui, depuis les journées du 20 et du 21 mars 67 à Basse-Terre, attend donc de nouveaux affrontements entre la population guadeloupéenne et les forces de l'ordre. Le 26 mai 1967, il y a une séance de négociation qui est prévue entre représentants syndicaux et patronaux en fin de matinée pour tenter de trouver donc une solution favorable au conflit.
Et de son côté, le préfet, qui normalement siège à Basse-Terre, est déjà monté du côté de Pointe-à-Pitre dès le matin. Il siège à la sous-préfecture, il a réuni son état-major, il attend que quelque chose se passe en fait. Le préfet Pierre Boulotte, c'est un homme qui a été marqué par la guerre d'indépendance de l'Algérie, donc il a quand même un assez gros passif avec lui. Il est acquis à la lutte militaire, il a notamment travaillé pour le maquillage euh, de certaines preuves de torture ou de, de pratiques militaires à la limite de la légalité. Et il est donc, c'est lui qui se retrouve en Guadeloupe à ce moment. Il a été, par exemple, sous-préfet d'Alger à partir de 1954, donc dans cette guerre d'indépendance. Donc, il est confronté à la rébellion algérienne qui lui laisse, d'une certaine sorte, un goût amer. Et puis, donc, il s'est spécialisé un petit peu dans les disparitions sommaires des rebelles algériens. Et puis, c'est important aussi, c'est un homme qui avait déjà été présent en Guadeloupe et qui avait été déjà sous-préfet lors d'une première tuerie en février 1952, des grévistes d'une usine sucrière qui faisaient grève donc, pour augmentation des salaires et qui avaient érigé des barricades, se retrouvent assassinés par des gendarmes. Donc là aussi, c'est un autre moment clé de l'histoire sociale guadeloupéenne. Et donc cet homme, donc, qui a un certain passif, qui a une certaine vision de, du maintien de l'ordre colonial, attend que quelque chose se passe, que quelque chose bouge en mai 1967. Il a fait venir il a à ses côtés pas moins de 580 hommes. 580 hommes, parmi eux, un escadron de gendarmes Puma, donc de vrais militaires. Il demande malgré tout un renfort de gendarmes euh, dès le 26 mai pour véritablement euh, contrôler tout le territoire. Et puis, il s'appuie sur les CRS aussi et sur les forces policières. Alors, le 26 mai au matin, à Pointe-à-Pitre, des incidents avaient déjà éclaté entre des ouvriers grévistes et les forces de l'ordre. Il y a quelques tirs, il y a quelques blessés, mais c'est surtout la négociation dont je vous ai parlé, lorsqu'elle va s'arrêter, qui va... pardon. Ouais, c'est surtout la négociation ratée qui va faire basculer les événements et qui va lancer le début des affrontements. En début d'après-midi, à la sortie de la réunion, une foule qu'on estime entre 1000 et 2000 personnes commence à s'insurger, elle s'enrage de l'issue négative du conflit, elle se met à lancer des pierres et des conques de lambi donc c'est je ne sais pas si on pourra leur faire une petite description, mais c'est bon, c'est un coquillage de mollusque qui peut faire vraiment très mal, hein, qui est assez solide, qui peut faire très mal. C'est aussi un emblème aussi culturel, symbolique de la Guadeloupe. Donc bref, on a des affrontements entre une foule d'à peu près 1000 à 2000 personnes qui s'en prend aux forces de l'ordre et qui y va vraiment franchement directement. De leur côté, les forces de l'ordre sont assez submergées par les événements. On a un DCRS qui perd rapidement son œil devant ses collègues parce qu'il reçoit une des conques de lambi sur la tête. Et à partir de ce moment-là, tout, tout le contrôle sera perdu et on va passer à autre chose. On va passer à un début de tuerie. Et en fait, lorsque les CRS qui entourent ce gendarme le voient dans cet état, ils ouvrent le feu. Ils ouvrent le feu, c'est le début des émeutes. Un militant, leader très populaire, qui était notamment militant nationaliste, qui avait déjà été repéré par les forces de l'ordre et les renseignements généraux, qui se trouve sur place et qui a donc déjà été repéré depuis le matin, et lui exécuté, on pense par un tireur d'élite, depuis un des sommets des bâtiments de la ville de Pointe-à-Pitre. On pense sur la terrasse de la chambre de commerce. Et là, la population comprend que ce ne sera pas un affrontement classique, quelque chose
j'ai envie de dire, comme ceux qui ont pu se dérouler le 26 au matin, mais que là, on va rentrer dans une phase de guérilla. Donc la situation effectivement tourne à la guérilla. On a d'un côté des militaires en présence, de l'autre côté une population qui va tenter de mettre la main sur les armureries du coin, qui va voler quelques armes, mais ces armes n'ont rien à voir avec la puissance militaire des gendarmes de l'autre côté. Et en fait, on a un rapport complètement inégal avec une série d'affrontements qui commence donc le 26 mai dans l'après-midi et qui va tourner très rapidement au massacre. Ce massacre se fait sous l'ordre du préfet, avec l'approbation de la présidence de la République, Charles de Gaulle, et il se caractérise par des fusillades en enfilade, des fusillades de mitraillettes à vue. On tire à vue, on tire sur tous les passants. On aura 2 jours de tragédie qui vont marquer la mémoire guadeloupéenne au plus haut point. Aujourd'hui, on a encore des gens qui refusent tout simplement de parler de ce moment, tellement le moment était tragique. On a des femmes, on a des témoignages quand même, des femmes, des enfants qui vont se réfugier chez eux dans un silence total, euh, qui vont feindre qu'il n'y ait personne dans les maisons lorsqu'ils entendent tout, 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 tout. Ils savent que c'est les forces de l'ordre, ils savent que s'ils ouvrent, ça peut très mal se passer. Donc c'est vraiment un moment tragique qui va durer depuis le 26 mai dans l'après-midi jusqu'au 27 mai au matin. Euh, ce qu'il y a de plus tragique peut-être dans ce moment, c'est qu'on a des témoignages qui parlent d'exécutions sommaires, qui parlent de crânes éclatés laissés sur le sol. On a des enfants, il y a Jean-Pierre Sainton qui nous a fait un témoignage de ce moment-là qu'il a vécu parce que lui, alors Jean-Pierre Sainton, c'est un historien qui a travaillé notamment sur la question, qui a été notamment aussi mon directeur de recherche et qui m'a permis de beaucoup évoluer dans mon domaine. Il nous a fait l'honneur de se livrer un petit peu sur son vécu de ce moment-là, sachant que son père, en fait, est le docteur Pierre Seton que je vous ai présenté plus haut et qui a été arrêté à ce moment-là. Donc, il nous livre un petit peu les choses et il nous racontait un peu le 27 mai au matin, comment il entendait ses camarades de classe parler des crânes éclatés, de toute cette violence, de tout ce sang, sachant que le 27 mai, certaines écoles vont ouvrir, mais on a encore ces fusillades qui se perpétuent dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et le drame de ce moment, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas capable de dire combien de morts il y a eu tués par ces tirs de militaires le 26 et le 27 mai 1967. Les bilans sont assez larges. On pense qu'il y a au moins une bonne trentaine de morts. Le bilan le plus large faisait état de 87 morts. Il a souvent été remis en cause néanmoins, mais on a au moins parmi les morts, je pense, une bonne trentaine de morts. Et puis, il y a le problème aussi de tous les corps qu'on suppose justement toutes les morts qui ont été maquillés, tous les corps qui ont été retirés. Donc, il y a encore des choses à fouiller autour de cet événement. Mais c'est celui qui montre jusqu'où la puissance coloniale, dans ce contexte de décolonisation, était prête à aller pour maintenir sa puissance, notamment psychologique, sur ce territoire et les faire entrer dans leur rang. Et c'est vrai que mai 67 marque une page particulière dans l'histoire sociale et même politique guadeloupéenne, dans le sens où elle va casser, elle va jamais faire elle ne sera pas assez forte pour éteindre la flamme de la résistance, mais elle a quand même déstructuré la capacité à organiser de très gros mouvements qu'on ne va pas observer forcément avec l'ampleur des années 60. Et puis, elle montre aussi tout le jeu politique qu'il y avait dans cette logique coloniale euh, par rapport au maintien d'une économie de plantation qui doit continuer à tourner, qui doit laisser la part belle à ceux qui la dominent depuis des siècles et qui doit rester sous l'autorité française. Donc voilà, j'ai été un petit peu long. J'espère que je vous ai donné quand même des éléments permettant de comprendre un petit peu que, en tout cas,
tout n'a pas été un long fleuve tranquille, en tout cas, dans ces colonies, et qu'il y a beaucoup de choses, en fait, à voir. Et pour moi, l'un des enjeux qui montre bien aussi le lien entre nous et le continent, ben, mai 1802, pour moi, le lien, il est très clair. C'est le lien le plus fort, le plus important, c'est celui de la traite négrière. C'est-à-dire qu'on a une population d'origine africaine qui va sans cesse être victime de préjugés raciaux et qui, par rapport à ça, devra toujours s'intégrer dans des stratégies d'opposition, des stratégies de résistance, des stratégies d'émancipation économique et sociale pour se faire une place dans ces sociétés. Et avec mai 1967, on voit comment cette idéologie de la décolonisation n'est pas uniquement une idéologie qui va toucher les colonies africaines, c'est une idéologie qui va toucher aussi la Guadeloupe, même dans une démarche d'intégration qu'on appelle la départementalisation. Et elle montre bien qu'au-delà des décisions qui peuvent être prises, la volonté de remettre en question ce colonialisme français a été, selon moi, aussi forte dans ces îles que sur le continent, parce qu'au bout d'un moment, au tournant des années 60, il n'y avait pas d'ambiguïté pour ceux qui s'investissaient dans ce combat pour l'émancipation. Pour eux, la France était une puissance coloniale et le seul moyen de trouver un destin meilleur, c'était de se battre contre cette puissance et de se décoloniser. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur cette histoire. Merci beaucoup, docteur. C'est un vrai cours d'histoire que nous avons eu la chance et le bonheur d'avoir avec vous. Je pense que chacun vous a écouté religieusement et je suis sûr que, en tout cas, ceux qui ont bien suivi ont appris énormément de choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris et ça me fait effectivement plaisir donc d'avoir passé cette heure avec vous. Vous avez fait effectivement ces deux points très importants avec mai 1802 et mai 1967. Si vous avez des questions, ceux qui sont avec nous, n'hésitez pas à les poser avant qu'on puisse clore cette discussion. Docteur Lavener, bon, on a parlé effectivement du 10 mai, mais est-ce que ces dates-là, ces différentes commémorations d'abolition de l'esclavage, comment vivent à la fois les Guadeloupéens, les Martiniquais, toutes ces dates et ce mois de mémoire? Est-ce que vraiment, parce que c'est beaucoup de douleur, c'est au prix de la liberté, évidemment, c'est un mois très important pour nous. Est-ce que les populations sont vraiment, comment dire, elles font ce travail. Réceptive. Oui, oui, voilà. Est-ce que ces populations, Guadeloupe, Martinique, font vraiment ce travail en Guadeloupe, en Martinique? On sent vraiment que le mois de mémoire, c'est un mois, c'est un devoir de mémoire pour nous tous. Est-ce que c'est ancré vraiment dans la population ou ça reste encore l'affaire de quelques militants et de quelques syndicalistes? Mais heureusement qu'il y a cette génération que vous représentez, mine de rien, qui s'intéressent à ces questions-là, qui reprennent le flambeau aussi des chercheurs et qui s'intéressent vraiment justement à cette histoire-là. Où est-ce qu'on se situe comment? Mhm. Moi, je dirais que les choses ont bien évolué. Les choses ont bien évolué, que moi, je sens la population concernée. Euh, euh, alors, en Guadeloupe et en Martinique, comment dire ça? En Guadeloupe et en Martinique, le mois de mai est quelque peu différent dans le sens où euh, il y a vraiment un côté tragique qui ressort de l'histoire guadeloupéenne euh, à ce moment-là. Donc, en Martinique aussi, la conscience, elle est de plus en plus forte et on l'a vu de toute façon l'an dernier avec l'expression, en tout cas, ce qu'exprimait chez certains militants, la volonté de rompre avec les symboles coloniaux et ce qu'on sait sur la statue de Schellcher. Euh, on, on pourrait cantonner ça juste à du militantisme, mais je pense que, en fait, de ce que je vois, la population
sait que ce mois de mai, c'est ce mois de commémoration. Elle en connaît le sens, elle connaît l'importance aussi de ces abolitions. Et puis, au niveau de la Guadeloupe, il y a un travail très important qui a été fait ces dernières années, vraiment autour de 1802, avec des reconstitutions du parcours fait par Ignace et par Delgrès, mais vraiment très populaire, mêlant de larges franges de la population. Et je dirais que cette connaissance de 1802 ne se cantonne pas uniquement au monde militant. Il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, le boulevard des héros qui aide un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, tout le monde sait qui est Ignace, qui est Edelgrès. Même, bon, chacun ne va pas vous faire une notice historique dessus, mais on sait de qui il s'agit. Mai 67, ça a été un petit peu plus long, j'ai envie de dire un peu dans la continuité. Juste pour faire le lien historique déjà entre mai 1802 et mai 1967, il faut savoir que l'investissement des militants étudiants guadeloupéens dans le combat contre dans l'anticolonialisme va se faire parce qu'ils appellent une prise de conscience qu'ils vont connaître à Paris au contact des autres étudiants des autres territoires de l'outre-mer, que ce soit ceux des Antilles et, comme j'ai dit aussi, tout l'outre-mer colonial français avec l'Afrique noire et même celle du Maghreb. Et cette prise de conscience, ils vont la lier aussi justement sur le plan mémoriel à mai 1802. Il y en a beaucoup, Jean-Pierre Sainton l'a bien montré, il y en a beaucoup pour qui le combat de Delgrès, justement mai 1802, va devenir un épisode phare dans leur propre investissement. Donc, historiquement, il y a ce lien, en fait, d'acteurs entre les deux. Et puis, donc, au niveau de la mémoire, mai 67, c'était un petit peu plus long parce que, comme je l'ai dit, c'est une mémoire qui est beaucoup plus douloureuse parce qu'elle est beaucoup plus près. Elle est un peu plus tragique quand même aussi parce que elle touche populairement, c'est un massacre vraiment populaire. Et comme je l'ai dit, hein, on a eu beaucoup de mal à trouver pendant très longtemps des gens acceptants, en fait, hein, de témoigner tout simplement de ce moment-là. Donc, je ne sais pas si ça vous laisse imaginer le choc psychologique. Mais on a des acteurs culturels, notamment des mouvements culturels. Je suis obligé de citer le mouvement culturel Akio parce qu'ils ont fait un gros travail dessus, sur la reconnaissance de ce moment et la diffusion de la connaissance sur ce moment de cette histoire récente. Aujourd'hui, en Guadeloupe, je pense que tout le monde sait aussi ce que c'est que mai 67, même sans forcément faire une notice d'histoire dessus, mais tout le monde sait qu'il y a eu un massacre en mai 67, qu'il y a eu un drame. Donc, je trouve les populations imprégnées, en tout cas, de ces symboles mémoriaux. Après, on pourra toujours discuter entre symboles et véritable apprentissage de l'histoire. Est-ce que ça touche au comportement ou pas? Ça, c'est autre chose, c'est un débat plus profond. Mais je pense qu'il y a une vraie reconnaissance en Guadeloupe comme en Martinique de ce mois de mai, de l'importance de ce que c'est. Et je pense, pour finir sur cette question, que lorsqu'on voit des rappels, hein, des rappels de l'histoire comme ce qui s'est passé avec George Floyd récemment, ça rappelle toujours la condition noire, le problème de la condition noire dans le monde. Et forcément, chez nous, ça touche à la question de l'esclavage et des rapports sociocoloniaux qui sont établis des fois, qui se sont beaucoup établis sur ces rapports de couleur aussi. D'accord, merci beaucoup. Donc, peut-être la dernière question. Justement, ce que nous faisons, nous, avec notre ONG Africa Mundo, donc c'est important aussi de faire le lien aussi avec nos frères et sœurs d'Afrique qui sont sur le continent. Ce travail que nous faisons en tant qu'ONG, de façon très modeste, somme toute, c'est pour ça qu'on vous remercie beaucoup, Dr Lavenaire, d'y participer. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est des choses à encourager et à promouvoir, effectivement, que les Africains du continent et les Antillais, les Afro-Caribéens se rapprochent davantage à travers justement ces dates importantes? Alors, pour moi, c'est notre devenir, en fait. Hein. C'est pas seulement quelque chose qu'on
qu'on doit faire un peu plus. C'est notre avenir. C'est notre avenir dans un monde qui se reconfigure, qui se reconstitue. Euh, la, comment dire ça? La domination coloniale reste présente sur le continent, comme elle reste présente chez nous. Et je crois que si on veut trouver des moyens féconds de la dépasser, il faut s'interroger mutuellement sur la manière dont elle se pose dans différents contextes, dans différents lieux, sortir des lignes directrices qui permettent de dresser des perspectives de sortie et de dépassement. Donc pour moi, c'est notre avenir parce que le monde dans lequel on vit tel qu'il est dominé n'est pas fait pour nous et, et c'est à nous de nous construire dans ce monde. Donc pour moi, ce rapprochement, il est inévitable et sur le plan du savoir et de la connaissance de chacun, c'est le premier pas. Et pour tout dire, moi, ce que je veux, en fait, c'est aller faire des séminaires, en fait, dans les universités du continent sur cette histoire caribéenne et en même temps recevoir des confrères aussi dans nos universités, dans nos centres de recherche et s'habituer, en fait, à faire ces échanges. Et voilà, moi, ce que je veux vraiment, la prochaine étape pour moi, c'est vraiment ça. Et voilà, je verrai comment mettre ça en place. Il y a des programmes de recherche communs qui émergent. Je suis ouvert aussi à tous ceux qui ont des propositions à me faire, mais moi, mon objectif, c'est ça, c'est pouvoir aller faire des séminaires là-bas et pouvoir recevoir du monde aussi et qu'on apprenne vraiment entre spécialistes à poser les choses, que ce soit récurrent, tout simplement. Merci beaucoup. Merci infiniment pour bien sûr, cette présentation. Merci de nous avoir consacré du temps. Merci. Oui, Je, allez-y. je, je tiens quand même, je parle beaucoup, mais je tiens à remercier tous ceux qui m'ont écouté, parce que surtout que j'ai parlé bon moment. Donc, merci énormément et merci pour votre soutien et ceux qui m'ont envoyé tous leurs remerciements. C'est vraiment moi qui vous remercie pour votre écoute. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui vont regarder aussi le replay. Merci à toutes les personnes en Afrique, toutes les personnes intéressées, passionnées par l'histoire, passionnées effectivement de toutes ces commémorations, devoirs de mémoire, ce qu'on peut faire ensemble, le monde scientifique aussi, le monde culturel. Eh bien, les collections se feront et puis les coordonnées du docteur Lavener à travers son application aussi seront partagées sur les réseaux. Merci beaucoup. Donc, tout le monde vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, vulgarisons effectivement notre histoire et apprenons à mieux la maîtriser également. Donc, l'ONG Africa Mundo vous remercie, que ce soit au Canada, au Bénin, au Cameroun et partout dans le monde. On vous remercie beaucoup. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci, au revoir.